Le débat. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Algérie Internationale pour un nouveau numéro de votre émission Le Débat. Le débat sera consacré aujourd'hui au secteur de l'habitat, mais nous allons parler plus exactement de l'architecture. Nous parlerons également de la gestion de l'espace, des étapes que connaîtra justement une habitation depuis la conception jusqu'à la construction. Comment justement avoir des villes aux normes internationales en respectant la demande et le besoin de l'usager. Nous allons parler également de la formation et la relation qui existe aujourd'hui entre le monde de la formation, de l'enseignement et le monde du travail. Pour en parler, donc, nous avons avec nous Monsieur Lounès Messoudi, architecte diplômé à l'Université de Paris, prix national d'architecture et d'urbanisme en 2012. Monsieur Messoudi, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. C'est moi. Donc, Monsieur Messoudi, je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'habitat, mais nous allons parler plus exactement de l'architecture, de la place de l'architecture aujourd'hui dans ce secteur, de l'importance de la formation, de la conception, du respect de l'espace, de la gestion de l'espace, pour avoir des villes justement qui répondent à la demande, aux besoins et surtout, vous disiez tout à l'heure justement donc tout ce qui est repos social, économique, culturel, donc tout cela rentre dans l'architecture. Nous, peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas, mais c'est tout un art. Et je dirais que l'architecture aujourd'hui a une place très importante et il mérite aujourd'hui justement, ce métier mérite aujourd'hui d'être mis en avant. Monsieur Messoudi. Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation et de la place que vous accordez à l'architecture. Vous avez abordé des questions qui mériteraient énormément de temps. Nous allons en tout cas essayer d'en parler en des termes simples, compréhensibles. Par tous, nous sommes sur une radio publique pour que pour que ce soit compris justement par le plus grand nombre. L'acte de bâtir dans notre région d'Afrique du Nord ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons une histoire millénaire dans la maîtrise de l'acte de bâtir. Ce qui a été construit il y a plus de 1000 ans est encore utilisé aujourd'hui. Pour ne prendre que l'exemple de nos Casbahs, la Casbah d'Alger a été refondée donc au Xe siècle, et ces espaces-là qui ont été pensés et construits à cette époque-là sont encore utilisés aujourd'hui, et parfois on le constate, ils sont plus confortables que certaines constructions de maintenant, en tout cas sur le plan donc du confort intérieur de ces habitations. Donc pour resituer l'architecture qui est en fait un métier qui se trouve sur une chaîne donc d'intervenants du plus grand au plus petit, du géographe au designer en passant par l'urbaniste. L'architecte est un maillon qui donc réunit un peu les différentes fonctions. Il doit penser pas uniquement en termes d'architecture, mais aussi en termes d'urbanisme, pour l'intégration dans la ville des projets qui sont conçus, et aller jusque dans le design, parce que l'architecture, c'est aussi le détail architectural.
Alors, est-ce que quand vous voyez, quand vous visitez certaines villes, certaines régions, plus exactement Alger, puisqu'on nous allons donner l'exemple d'Alger parce que c'est la capitale, parce que c'est la grande ville, mais je pense que c'est pareil partout. Est-ce que justement ce fait de réfléchir à ce qu'on va construire est pris en considération aujourd'hui dans nos projets, Monsieur Messoudi? Tout le monde le constate, pas assez. Mhm. L'architecture doit contribuer au bien-être physique et psychologique de ses utilisateurs. L'utilisateur, nous pensons souvent à des habitations lorsqu'on parle comme ça, mais il y a des équipements publics, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Où l'utilisateur à l'intérieur de l'hôpital n'est pas seulement le malade ou le visiteur du malade, mais c'est l'équipe de professionnels qui travaillent et qui passent une bonne partie de leur vie. Exactement. Donc l'architecture hospitalière, et non seulement elle doit répondre à toutes les réglementations, mais aussi procurer des lieux où l'exercice de la profession par le praticien doit être le plus ergonomique possible. Et pour arriver à un résultat qui soit évidemment le plus adéquat possible, il faut du temps. Donc ce temps-là n'est pas du temps perdu pour la conception, mais c'est un temps nécessaire pour la conception. Malheureusement, on le constate souvent, les études sont assez souvent faites dans un laps de temps assez court, et l'important pour le maître de l'ouvrage, qu'il soit public ou privé, assez souvent, c'est la construction. Et l'erreur vient de là. Parce qu'une étude qui n'est pas suffisamment aboutie, qui n'est pas suffisamment détaillée, forcément ne fait que repousser les problèmes qu'on va rencontrer au moment de la construction. C'est ce que nous constatons un peu partout. Si on oublie le passage d'un tuyau alors que la dalle, parce qu'il n'a pas été dessiné sur le plan, ensuite, on peut faire le trou. Mais avant, ça coûtait rien, et après, ça coûte très cher. Très cher. Pour intervenir, soit avec du découpage par des méthodes spécifiques, ou du carottage. Donc, pour que les auditeurs comprennent, c'est simplement pour créer un trou dans le béton. Une fois que le béton est sec, ça coûte très cher. Mais avant de couler le béton, ça coûte rien. Et justement, M. Di, on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est un problème de formation aussi. On en parlera en détail tout à l'heure, mais je crois que c'est principalement une question de formation ou de temps. Vous avez parlé tout à l'heure vous avez pris l'exemple de la ville d'Alger, qu'on prend malheureusement par facilité, parce que nous y sommes, mais le territoire est très grand. Les problèmes que rencontre Alger sont ceux rencontrés à Tizi Ouzou, à Tamanrasset ou à Tlemcen. Ce sont les mêmes problèmes. C'est un manque de maîtrise et de temps au niveau des études, donc au niveau de la conception, qui ensuite rejaillissent sur le terrain au moment de la construction, et où l'utilisateur arrive et doit porter sur son dos comme un fardeau un espace qui n'est pas adapté à ses attentes. Voilà. Alors, Monsieur Messoudi, nous allons peut-être parler de la loi 0815 pour la mise en conformité des habitations, donc des constructions inachevées, qui vient d'être donc prorogée jusqu'en 2019. Donc, qu'en pensez-vous, Monsieur Messoudi, de cette loi? Et est-ce que nous avançons justement dans ce sens? Nous avons vu l'état de nos quartiers aujourd'hui, de nos villes, donc la couleur du brick qui est partout. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement par rapport à cette loi? Et est-ce que les gens aujourd'hui adhèrent à cette pensée de revoir et de achever leur construction? Écoutez, cette loi, en tout cas,
doit être interprétée de la manière la plus positive possible, parce qu'elle donne justement la possibilité pour rectifier, pour finaliser, pour arranger. Les constructions inachevées représentent une forte proportion sur le territoire national. La prise de conscience doit être partagée par tous. La responsabilité n'est pas souvent sur le propriétaire ou le maître de l'ouvrage, qu'il soit public ou privé. Oui. Notre administration, chacun doit être conscient de ses responsabilités, doit faire en fait en sorte que l'acte de construire, ça n'est pas simplement un acte pour la personne qui le fait elle-même, même si elle est propriétaire du bâtiment qu'elle construit, mais en réalité cet acte, il intéresse tout le monde. Il intéresse le voisinage, il intéresse le passant, il intéresse le visiteur. Donc pour arriver à ce que le visage de nos quartiers et de nos villes puisse être harmonieux et beau, tout simplement. Donc la bataille pour cette beauté, c'est d'abord une bataille pour la conscience, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire en étant un peu moins égocentrique sur nous-mêmes, un peu moins égoïste, en arrangeant chaque maître de l'ouvrage met le temps nécessaire pour faire une conception, pas pour flatter son ego ou l'ego de son architecte, mais pour dessiner un projet harmonieux et intégré à son environnement, sans ostentation, finalement, comme l'ont fait les anciens. Ils nous ont légué des exemples et des exemplarités dont nous devons nous inspirer sur le plan des proportions et de l'harmonie. Aujourd'hui, nos quartiers, nos villes sont disgracieuses à cause de l'absence d'harmonie. Et puis, est-ce que c'est parce que nous construisons toujours dans l'urgence? Nous avons toujours cette tendance justement à répondre plus à la demande sans réfléchir justement à tout ce qui est harmonieux et beau, monsieur Messoudi. En fait, l'urgence, on se la crée nous-mêmes. Si je puis dire, on se noie dans un demi-verre d'eau. Le temps qu'on perd, lorsqu'une étude n'est pas suffisamment ficelée dans le détail près, le temps qu'on perd sur le chantier, à revenir en arrière, à patiner, à perdre tout simplement du temps et de l'argent. On perd plus d'argent lorsque on n'étudie pas assez. Lorsque l'étude n'est pas assez aboutie, ça coûte très cher. Lorsqu'on prend le temps, donc ce temps-là doit être bien évidemment rémunéré. On ne peut pas prendre plusieurs mois pour étudier une construction individuelle et être rémunéré à 30 000 dinars. Ça ne marche pas. Donc il faut que les maîtres de l'ouvrage comprennent que lorsqu'ils investissent 20 millions de dinars ou 50 millions de dinars dans leur construction, ils doivent prévoir quelques millions de dinars pour l'étude. Et c'est eux les gagnants. Ça n'est pas l'architecte qui fait ce travail-là. Lui, il passe suffisamment de temps. Mais le propriétaire de l'ouvrage qui parfois pèse plusieurs dizaines de millions de dinars, c'est lui le gagnant. Parce que c'est lui qui, en finalité, recevra un ouvrage bien pensé, cohérent par rapport à sa destination, et surtout facile à entretenir. C'est-à-dire le coût du bâtiment n'est pas le coût du bâtiment à la construction, c'est le coût du bâtiment sur plusieurs dizaines d'années. Donc c'est pour cette raison-là que, en fait, réfléchir avant d'agir
fait gagner du temps et de l'argent. Si je parle d'urgence, Monsieur Messoudi, c'est pour donner justement l'exemple aujourd'hui. Nous le disons souvent, l'Algérie est un grand chantier, des cités donc poussent un peu partout. C'est pour répondre à la demande de logement des citoyens. Donc nous l'avons vu, je donne l'exemple de la nouvelle cité de Sidi Abdallah, des nouveaux projets donc justement de logement, quelle que soit la formule. Donc est-ce que justement aujourd'hui, ces cités, ces logements répondent aux normes? Ils répondent à la demande, ça c'est clair, mais est-ce qu'ils répondent aux normes, M. Messoudi? Enfin, s'ils répondent aux normes pour que les auditeurs puissent bien comprendre. C'est très simple. Et pour savoir s'ils répondent, vous prenez votre micro, vous allez dans ces endroits et vous posez la question à ceux qui y habitent, est-ce que vous êtes bien ou pas? Un quartier où il fait bon vivre, en passant outre le dessin architectural, moi je prends. Je dis que si les utilisateurs de ce quartier disent on y est bien, et les utilisateurs, c'est pas simplement les hommes, c'est pas simplement les femmes, c'est pas simplement les enfants, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'un quartier où l'espace privé a été pensé de manière cohérente, l'espace public, que j'appelle l'espace partagé, parce que partager un espace public, il doit être partagé et partagé par tous, les jeunes et les moins jeunes. Les familles, également, lorsqu'elles sont laissées au bord de cet espace où elles ne peuvent pas y accéder pour telle et telle raison. Donc, finalement, pour elles, c'est comme s'il n'y avait pas d'espace public. Donc, les quartiers où il fait bon vivre, ça veut dire que c'est réussi. Et on a toujours mis l'utilisateur et l'être humain avec sa culture au centre de tout notre travail. Donc, alors, puisque vous parlez d'espace public, M. Messoudi, comment vous voyez l'espace public en Algérie? Vous savez, il y a, on en parlait tout à l'heure avant de rentrer dans le studio. Pour moi, tout ce qui est créé par l'homme doit répondre aux besoins de l'homme, finalement. Donc, l'espace, aujourd'hui, moi, le message que j'ai toujours transmis aux jeunes architectes, c'est que tout est à repenser. On doit installer un renouvellement de la manière de penser l'espace privé et public en Algérie. Donc c'est une chance pour les jeunes architectes. Un espace public qui ne répond pas à l'utilisateur, qui est la famille algérienne, avec ses habitudes, avec sa culture, avec ses traditions, effectivement, pour moi, il est impropre à sa destination. Donc, ce que nous constatons, c'est que souvent les espaces publics sont pris ou occupés par telle ou telle frange de la population. Ça veut dire que ça n'a pas été pensé pour être partagé par la famille algérienne. Voilà. Nous réfléchissons actuellement sur un espace public qui se trouve dans une ville à l'intérieur du territoire, ou un espace prévu pour les familles, mais par son aménagement même, par le design comment dire, y compris des bancs, y compris donc de son aménagement même. Lorsque vous prévoyez un endroit où les enfants entre 1 an et 4-5 ans puissent trouver leur bonheur pour jouer, et automatiquement cet espace-là il leur est réservé. Mais comme là on disposait d'un espace assez grand, il y a ces espaces-là. Il y a aussi d'autres espaces qui sont réservés pour des personnes, par exemple, plus âgées, pour jouer aux boules, ou s'asseoir tout simplement, discuter. Mais on ne mélange pas les deux.
Ils sont juxtaposés, ils sont l'un à côté de l'autre, mais ils ne sont pas mélangés. À côté de ça, un troisième espace qui est un espace multifonctionnel où on peut avoir des animations, on peut avoir des concerts de musique, on peut avoir... donc on a en fait besoin de penser vraiment aux utilisateurs à chaque fois, parce qu'on ne peut pas balancer n'importe quel dessin, et même aussi beau soit-il sur le plan des proportions. Mais ce dessin-là, il est fait pour que des gens puissent utiliser cet espace. Il n'existe pas d'architecture sans utilisateur. Il n'existe pas d'aménagement, de dessin, de conception, d'aménagement extérieur sans utilisateur. On ne peut pas. Même un designer qui dessinerait une fourchette, si la fourchette fait 30 cm de large, on ne peut pas l'utiliser. Donc, il faut bien une fourchette pour pouvoir manger. Donc, vous voyez. Donc, pour venir, en fait, jusqu'à lier avec le design. Oui. Donc, Monsieur Messoudi, donc nous allons poursuivre justement sur ce thème de l'architecture pour parler. Aujourd'hui, nous disions tout à l'heure que la formation était importante, l'enseignement de l'architecture est important. Donc, comment vous voyez justement aujourd'hui ce segment en Algérie? La formation de l'architecte est bien évidemment essentielle. Cette formation, elle est aujourd'hui trop théorique. Donc, il faudra forcément, on n'a pas le choix, que de rééquilibrer la partie théorique avec la pratique. Et pourtant, c'est des métiers de terrain. Oui, l'architecture, il a beau être le premier art, mais ce n'est pas qu'un art, c'est un art appliqué. C'est un art qui doit répondre. Ça paraît comme ça évident de le dire, mais si un bâtiment quelconque ne fonctionne pas bien, il ne répond pas à sa destination. Il y a un certain nombre d'exemples à travers le monde où ces erreurs-là sont absolument flagrantes. Donc, lorsqu'on a des bâtiments qui ne répondent pas à leur destination, moi je propose que ces bâtiments soient répertoriés à travers le monde et qu'ils soient intégrés dans les programmes d'enseignement. En tout cas, pour ma part, j'ai souvent réclamé que la critique architecturale, qui doit être une critique positive et constructive, pour éviter finalement de refaire les erreurs. Mais lorsqu'un jeune architecte ne fait pas la différence entre un projet réussi et un projet raté, là c'est très grave. Ou alors, lorsque cette différence n'est faite que sur le plan de la forme. Ça me plaît pas, j'aime pas, ça n'est pas une chemise. L'architecture, ce sont des lieux qui doivent être pensés d'une manière juste par rapport à l'endroit où ça se trouve et qui doivent être pourvus de tout ce qui est nécessaire pour le confort de l'utilisateur. Il est inacceptable, par exemple, de concevoir un bâtiment quel qu'il soit si ce bâtiment-là ne reçoit pas une lumière du jour suffisante. Si ces projets-là n'ont pas un espace végétalisé qui doit apporter le bien-être, qui doit participer au bien-être de ses utilisateurs. Nous constatons malheureusement beaucoup de nos quartiers sont beaucoup trop minéralisés. Ils sont beaucoup trop bétonnés. Et cette minéralisation crée finalement des problèmes que nous constatons à chaque fois qu'il pleut. On n'a pas besoin d'aller... des inondations. En tout cas, une surcharge au niveau donc des égouts et de partout, ça déborde. Mais si, sur toutes les parcelles, une partie de pleine terre, c'est-à-dire de la terre, mais il ne faut pas que cette terre soit recouverte de béton pour qu'elle puisse absorber les eaux de pluie
on réduirait énormément les eaux de ruissellement qui non seulement n'alimentent pas les nappes phréatiques pour augmenter les réserves de ces nappes, mais créent tous les problèmes que nous connaissons dans nos villes. Alors, Monsieur Messoudi, donc, vous parlez justement de l'importance de la formation, de l'enseignement de l'architecture. Moi, je parlerai aussi justement de ce lien qui existe entre l'université ou les écoles et le terrain, les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pensons, nous en avons beaucoup parlé justement, ces ponts entre l'université et le monde du travail, mais est-ce qu'ils existent aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous conseillez dans ce sens, Monsieur Messoudi ? En tout cas, ils n'existent pas assez. Aujourd'hui, le constat, il est très simple. Nous avons plus d'une vingtaine de départements d'architecture, une école d'architecture que tout le monde connaît, qui est l'EPO. Voilà. Malheureusement, les ponts dont vous parlez n'existent quasiment pas, parce que les professionnels qui travaillent ne peuvent pas enseigner et les enseignants ne peuvent pas travailler. Du coup, on a coupé finalement la continuité, le fil conducteur entre l'enseignant qui peut revenir d'une réunion de chantier où il a rencontré un certain nombre de problèmes qu'il a résolus ou que ainsi de suite et il va enseigner, il sait très bien de quoi il parle. Mais nous avons aujourd'hui ces lois-là doivent évoluer, nous n'avons pas le choix. Je reçois beaucoup de stagiaires chez moi et je constate bien qu'il y a un manque finalement comment vous dire de connaissance du terrain qui est absolument nécessaire pour un étudiant en architecture à partir de la 3e et 4e année. Il doit comprendre que en réalité, quand il sera architecte, il ne va pas dessiner pour les oiseaux, il va dessiner pour les êtres humains. Donc ça, il faut qu'il le comprenne. Il ne peut pas le comprendre uniquement dans les livres, quoi. Il ne peut pas le comprendre s'il n'est pas confronté. S'il n'y a pas de pratique, s'il n'est pas confronté. S'il n'est pas confronté, bien évidemment, donc augmenter les propositions que j'ai déjà du reste faites, c'est augmenter les périodes de stage. Donc ça doit venir de nos décideurs au niveau de l'enseignement supérieur. Que les métiers comme l'architecture, en tout cas je parle de ce que je connais, les étudiants doivent disposer de périodes de stage répétées à partir de la 3e année d'architecture et pas uniquement une seule période en 4e année d'un mois ou de 3 semaines. C'est absolument pas suffisant. Absolument pas suffisant. Ensuite, ouvrir les écoles d'architecture, les départements au monde professionnel et ouvrir aussi le monde professionnel aux enseignants pour que chacun ne soit pas dans sa tour d'ivoire. Finalement, l'architecture... Couper l'un de l'autre, au fait. Exactement. Mais l'architecture n'existe que dans la pratique. Elle n'existe pas, comme j'avais dit... Et c'est en pratiquant qu'on découvre justement les failles, les quelques lacunes justement de l'enseignement. En tout cas, lorsqu'on pratique, on se rend compte si les réponses qu'on apporte sont justes ou si elles doivent être améliorées. Donc, et souvent, on constate chez nos jeunes architectes des discours qui sont absolument déconnectés de la réalité. Donc, ils apprennent à parler et à défendre quelque chose qui n'est pas ce qu'ils disent en fait. Donc je dis aux jeunes architectes, vous ne devriez pas être l'avocat de vos projets. Ce que vous dessinez doit pouvoir se défendre tout seul. S'il est bien dessiné, bien pensé, bien conçu, vous n'avez pas besoin de trop parler. Donc on ne peut pas remplacer des lacunes sur le plan de la conception par un discours aussi brillant soit-il. Très bien. Très bien. Donc nous allons peut-être terminer avec le style architectural en Algérie, Monsieur Messoudi. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de débats autour de cette question. Justement, est-ce que aujourd'hui, donc notre pays est très vaste, donc est-ce que nous devons avoir un style pour chaque région? Est-ce que nous devons adapter donc nos habitations à la région où on habite? Donc tout cela, est-ce qu'il doit être pris en considération, M. Messoudi?
Oui, c'est une vaste question à laquelle je vais essayer d'apporter en tout cas mon avis, et ça n'engage que moi. Vous savez, moi j'ai un grand espoir dans l'intelligence de la jeunesse algérienne, qui de toute façon, et malheureusement ne peut pas se reposer sur ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Parce que je pense que l'éclairage nous viendra d'eux. C'est eux qui trouveront les meilleures solutions parce que nous n'avons pas, nous, trouvé les bonnes. Voilà. Malgré ce que je vous disais au début d'émission, les réponses qui ont été trouvées par les anciens, que ce soit dans les sites montagneux, dans les villes, dans le Sahara par la construction d'Orsor, savez-vous, je vous donne un petit exemple. J'ai visité une région qui est pas loin une commune, pas loin de Timimoun, où j'ai constaté, et les habitants de cet endroit ne me contrediront pas, des constructions qui étaient en terre, démolies et reconstruites en parpaing. Donc, construire en parpaing dans des régions avec un climat aussi rude fait que si vous n'avez pas de climatiseur, vous ne pouvez pas vivre dedans. Là, ce n'est pas possible. Tandis que les anciens, avec des constructions en terre, vivaient dedans. Donc, c'est des constructions parfaitement adaptées donc, au climat, avec un matériau qui se trouvait sur place. Donc, nous avons un pays qui est très vaste, avec des constatants, regardant, analysant. Peut-être qu'on ne le fait pas assez. Peut-être qu'on ne le fait pas assez. On regarde plus vers le nord que vers le sud. Donc, regardant ce qui a été apporté comme réponse et faisant ces analyses-là, et vous allez comprendre que l'architecture, ce ne sont pas des formes. C'est pas l'arc, oui, les arcades, c'est une forme. Le linteau horizontal est une forme, le carré. Le problème n'est pas dans la forme. Si on est réduit aujourd'hui à dire que il suffit de faire une enfilade d'arcades pour résoudre le problème, ben on se trompe. On se trompe très lourdement. Je n'ai strictement rien contre aucune forme. Ni un cube, ni une arcade, ni un parallélépipède, ni un cylindre. Tout ça, ce sont des formes qui ont existé dans le temps, la voûte et tout ça. Nous les utilisons pour pouvoir composer un projet de manière la plus harmonieuse possible pour que ces utilisateurs puissent en bénéficier de la meilleure manière possible. Mais il n'est pas acceptable aujourd'hui d'être obligé d'allumer le climatiseur parce que on a mal dimensionné, on a mal composé les murs qui enserrent la maison. Donc, pour revenir au style, il faut... l'architecture est le premier art, c'est un métier de création. Moi, je fais confiance aux jeunes architectes, je fais confiance à la création humaine. Nous devons aujourd'hui proposer, en tout cas, ou inventer une architecture contemporaine algérienne parce que nous ne vivons pas comme nos arrière-grands-parents. C'est aussi simple que ça. La Casbah d'Alger, c'était une réponse extraordinaire, mais aujourd'hui, elle est inadaptée. Et on ne va pas faire la liste de pourquoi elle est inadaptée. Voilà, pour la voiture, pour ceci, pour cela, ainsi de suite. C'est tout. Donc, les surfaces des maisons de la Casbah, aujourd'hui, si on devait redessiner, du reste, c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé à l'atelier, on peut redessiner aujourd'hui une petite maison comme les maisons de la Casbah, mais elle doit être dessinée avec le confort d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'il faut moderniser aujourd'hui, tout en gardant l'esprit traditionnel, enfin l'esprit algérien, je dirais, de nos habitations. Oui. Voilà, on peut le faire. Et oui, aujourd'hui, il n'est pas normal de voir des constructions pourvues de balcons partout, alors qu'on sait que nos familles algériennes ne les utilisent pas. C'est pas normal. Et on continue à les faire. Et on continue à les construire à coup de... comme si c'était un élément de décor. Alors que la famille algérienne, lorsque j'avais une fois une cliente qui est médecin, elle me dit « Monsieur, moi je suis stressé par mon métier de médecin, faites en sorte que je sois... que je sois pas stressé chez moi, que j'arrive et que je sois
dans un lieu agréable qui m'enlève tout mon angoisse et mon stress. Donc vous voyez, chaque Algérien, chaque Algérienne a besoin de ce confort-là, qui n'est pas, on doit s'éloigner du formalisme gratuit. Le balcon n'est pas un décor. Le balcon est une surface extérieure à l'air libre qui a été utilisée à un temps donné, qui aujourd'hui ne répond pas à nos besoins. Arrêtons de les faire, parce que de toute façon, à chaque fois qu'on les fait, ils sont fermés. Donc on les voit bien, on les constate. L'occupant, voilà, on constate. Il y en a un qui ferme avec de l'aluminium, l'autre il ferme avec un bout de maçonnerie, un bout de PVC, l'autre ferme. C'est une chambre en plus. Ça, c'est fréquent chez nous. Donc finalement, lorsqu'on connaît la destination vous savez, je vais vous donner un petit exemple. On a un projet qui était terminé, qui peut être visité et qui se trouve à Zazga, dans la commune de Tirsatine exactement. Et le problème qui s'est posé, c'est, vous savez, quand vous livrez un appartement, que fait l'habitant du premier étage? Que fait celui du rez-de-chaussée? Que fait même parfois celui du quatrième étage? Il met des barrettages à sa fenêtre. Oui, tout à fait. On ne peut pas les empêcher, malheureusement, parce que les personnes peuvent dire moi, je pars en vacances un mois. Donc, là, c'est une question de sécurité. Exactement. Pour ce projet-là, on y a réfléchi à l'avance. Donc, on a intégré ce problème-là et les personnes ne peuvent plus rien rajouter parce que nous l'avons dessiné sous forme d'un moucharabier métallique qu'on a posé donc au nu extérieur de la façade, avec une partie qui est en garde-corps, l'autre partie qui s'ouvre, et ça répond parfaitement, et les personnes ne peuvent même plus rajouter quoi que ce soit. Donc c'est en fait cette confiance-là qui doit s'installer entre les maîtres de l'ouvrage public ou privé et les créateurs pour trouver une nouvelle manière de faire des projets adaptés à nos climats et à notre utilisation en tant qu'Algériens. Donc c'est le cas des open space et des standing qu'on voit aujourd'hui. C'est carrément au contraire de nos traditions, M. Saoudi. Il faut le dire, il faut le souligner. Nous en parlions tout à l'heure justement avant l'émission. Il faut tout pour faire un monde, mais on constate souvent que des personnes qui vous demanderont une cuisine en open space disposent en réalité de moyens pour avoir une cuisine fermée. Voilà. Donc vous voyez, il y a un petit peu aussi de schizophrénie par rapport à la manière dont on imagine et la manière dont on utilise. Voilà. Donc, Au fait, on revient toujours à dire que la réfléchir à une étude, de bâtir, à l'acte de bâtir est très important aujourd'hui, avant la construction, avant la conception de n'importe quel bâtisse. Et il est indispensable de redonner toute leur valeur aux études de conception. De prendre le temps de réfléchir en leur accordant les moyens nécessaires afin de procurer des lieux de vie privés ou partagés, fonctionnels et durables. Si on zappe, si on se dit, malheureusement, comme le pensent beaucoup de nos concitoyens, que la partie de l'étude, en fait, il a besoin simplement d'une autorisation administrative. Après, il fera bien ce qu'il voudra. C'est une extrême grave erreur. La partie de l'étude, lorsque on la réduit à une demande administrative, ensuite le propriétaire fait lui-même l'architecte et décide parce qu'il pense que parce qu'il a les moyens, qu'il a les moyens de penser son architecture, sa propre architecture. Mais là, il se trompe. Il se trompe parce qu'aujourd'hui, nous avons des possibilités d'étudier, y compris la consommation en énergie du bâtiment, y compris donc il y a vous savez, quand vous faites et refaites des études au stade de la conception, ça coûte du temps. Mais si vous faites et refaites, j'interviens sur plusieurs constructions qui sont à moitié terminées ou au tiers terminées, où pour moi c'est une note d'espoir, puisque ces maîtres de l'ouvrage-là se rendent compte qu'ils se sont trompés. C'est déjà pas mal, on avance là. De reconnaître qu'il y a... Avant la fin, déjà avant qu'ils habitent, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés et donc ils font recours à un architecte pour rectifier,
pour réorganiser l'espace, pour penser la lumière. Et là, je pense qu'il faut, par ce genre d'émission, faire naître un nouveau maître de l'ouvrage, public ou privé, plus exigeant. Plus exigeant. Une administration également plus exigeante. Parce que lorsque on laisse la porte ouverte, quelqu'un qui fait correctement son travail le fera toujours, mais quelqu'un qui le fait moins bien, et on lui a laissé la possibilité de moins bien faire, ben il le fait aussi. C'est-à-dire qu'on cède à la facilité. On cède de combien de personnes aujourd'hui sont obligées d'allumer de la lumière le jour. En pleine journée. Ça n'est pas normal dans un pays où on a toute la luminosité qui est gratuite. Donc, mais ça, on doit tirer les leçons de la manière dont les anciens ont travaillé pour dire, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens, il ne faudrait pas qu'on fasse beaucoup moins bien. Ça paraît peut-être un petit peu simple de le dire, mais je vous assure, sur le terrain, c'est extrêmement compliqué de ce que vous faites, c'est très bien, de pouvoir passer le message aux gens, de ne pas se hâter, de ne pas se précipiter. Trop de précipitation, le temps gagné et beaucoup de temps perdu après, pendant la réalisation des projets. Merci beaucoup, Monsieur Lounès Massoudi, architecte et prix national d'architecture et d'urbanisme en 2012. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était avec plaisir. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre thème et un autre débat. Au revoir.